cette table ronde dans le cadre de ce salon Big Data, donc les aspects juridiques et réglementaires. Les règles du jeu sont simples pour ce débat. Il s'agit d'un débat et je vous laisserai la parole à la fin si vous avez quelques questions pour l'un des trois intervenants que je vais présenter rapidement. Donc Gwendal Legrand qui est directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL, qui est sur ma gauche. À ses côtés, Emmanuel Val, qui est directeur du département droit du travail au cabinet Ben Soussan, avocat. Et enfin, Olivier Hayat, avocat au barreau de Paris. Alors, il nous a semblé, on va essayer d'être aussi brillant que Cédric Villani tout à l'heure. Le challenge est haut, mais il a dit aussi qu'il fallait savoir relever les challenges et parfois avoir un peu de chance dans la vie. Donc, pourquoi cette table ronde qui est importante? Vous n'êtes pas encore très très nombreux, mais peut-être que ça va essaimer dans les rangées du salon. Vous travaillez sur le Big Data, vous allez travailler sur le Big Data, vous avez fait des études sur le Big Data, vous en entendez beaucoup parler. Et le Big Data, en fait, aujourd'hui, bon, c'est plus qu'un concept, il y a beaucoup de notions derrière le Big Data, mais il y a surtout un aspect juridique et réglementaire que peut-être vous n'avez pas en tête, ou peut-être ne sont pas intégrés dans les process. Alors c'est ce qu'on va voir avec nos trois intervenants. Alors je voudrais d'abord commencer avec le représentant de la CNIL, qui va rappeler un petit peu quels sont les fondamentaux. D'abord, qu'est-ce qu'on fait avec le Big Data, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, surtout en France, où on a une réglementation que certains jugent parfois trop stricte, mais qui est aussi un respect de nos données personnelles. Donc je voudrais voir avec Gwendal Legrand, excusez-moi, un petit peu remettre les choses dans leur contexte. D'accord, merci, bonjour à tous. Effectivement, le Big Data, nous on le voit dans énormément de secteurs différents, que ce soit les traitements qui sont mis en place par les GAFA, que ce soit les systèmes de recommandation qui sont dans les services culturels. À cet égard, on a publié ce petit cahier que vous pouvez trouver sur le site de la CNIL, sur la manière dont fonctionnent les systèmes de recommandation dans l'industrie du jeu vidéo, des liseuses en ligne, des vidéos en ligne, et puis voilà, donc toutes ces industries culturelles, on le voit dans l'économie du partage, on le voit dans la lutte contre la fraude. Et pourquoi tout ça arrive à la CNIL d'une manière ou d'une autre? Parce qu'à chaque fois, il y a du traitement de données à caractère personnel. Donc la question de départ, c'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? Et ça, c'est une notion qui est définie dans la loi informatique et liberté, et aussi au niveau européen dans la directive. C'est toute information qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable. Et toute information, c'est directement ou indirectement identifiable. C'est-à-dire que dans la plupart des systèmes d'information que vous avez aujourd'hui, vous avez de la donnée personnelle. La donnée personnelle, c'est pas seulement le nom et le prénom de la personne. Et donc, si vous avez de la donnée personnelle, vous avez des principes informatique et liberté à respecter, des principes de protection des données qu'on a en France dans la loi informatique et liberté, et qui sont communs à toutes les autorités, à tous les pays au niveau européen, puisque en Europe, on a une directive qui date de 1995 qui définit les principes de traitement de données à caractère personnel. Alors les principes, rapidement, c'est que vous devez informer les gens, donc ils doivent savoir ce que vous faites, principe de transparence quelque part, un principe de finalité. Donc je traite des données pour une raison particulière, je n'ai pas le droit de collecter des données au cas où ça me serve un jour. Un principe de proportionnalité qui se décline à travers plusieurs caractéristiques, on va dire. On va minimiser les données qu'on va traiter, c'est-à-dire on traite seulement les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de la finalité, et on les traite que pendant la durée qui est nécessaire à l'accomplissement de la finalité. Et puis derrière tout ça, il y a pas mal d'outils pratiques. Donc c'est tout ce qui va tourner autour du contrôle qui est donné à l'utilisateur sur le traitement des données. Typiquement dans les contextes Big Data, c'est accepter des familles de finalités, pouvoir s'opposer à certaines utilisations qui sont faites des données. Okay, donc, juste une chose, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on sait aujourd'hui, on a l'habitude depuis 1978, quand on traite un fichier client, quand on traite un fichier collaborateur, on doit le déclarer à la CNIL. Bon, ça, maintenant, c'est devenu, enfin, même si vous épinglez chaque année des entreprises peu vertueuses sur ce sujet, mais c'est devenu quand même un réflexe, on pense CNIL. Comment ça se passe avec le Big Data, où des projets sont parfois sont pas forcément issus d'une très grande entreprise qui va avoir un CIL, qui va avoir une direction juridique, etc., etc. On veut lancer un projet.
Comment, vous allez me dire, on peut aller voir sur notre site, on peut appeler la CNIL pour se faire conseiller. Comment ça se passe? Est-ce que je sais ce qui relève de la CNIL et ce qui relève, est-ce que j'ai le droit de faire de façon parfaitement légale et naturelle? Alors, c'est pas toujours simple de comprendre ce qu'il y a dans la loi, surtout pour les gens qui n'ont pas été formés à ça. Les gens qui développent les systèmes ne sont pas toujours au fait de tous les aspects juridiques. Donc nous, on a mis en place un certain nombre d'outils pour aider les gens. Sur le site de la CNIL, vous avez un bouton qui s'appelle Besoin d'aide, où vous pouvez poser tout un tas de questions en langage naturel et on donne déjà un certain nombre de réponses. Vous pouvez appeler le standard de la CNIL pour poser vos questions. Et plus largement, la CNIL a une mission de conseil. Donc vous pouvez aussi adresser vos questions à la CNIL, venir voir, demander des rendez-vous avec les gens qui sont à la CNIL et on va vous accompagner pour mettre en place vos projets. Il faut comprendre que depuis la CNIL, elle n'est pas uniquement là pour contrôler, pour sanctionner, elle est aussi là pour donner des conseils aux entreprises, pour les aider à innover de manière responsable. Voilà, donc on est là pour expliquer concrètement comment ça fonctionne. Vous allez faire des réunions avec nous si vous venez sur place. Nous, on va avoir en face à la fois des experts juridiques et des experts techniques, donc qui vont être capables de comprendre si vous respectez correctement les droits des personnes et si vous mettez en place toutes les garanties techniques qui sont nécessaires pour garantir que le traitement est respectueux de la loi. Et dans le contexte Big Data, il y a un élément qui est très important à avoir en tête, c'est que quand on anonymise correctement ces données, des données complètement anonymes, si vous voulez, elles ne sont pas soumises à la loi informatique et liberté. Donc au-delà de tous les aspects qu'on évoquait tout à l'heure sur les principes à respecter quand on traite de la donnée personnelle, il faut bien avoir en tête que quand on a bien anonymisé des données, les principes informatiques et liberté s'appliquent plus, donc l'utilisation des données est énormément facilitée. Juste encore une question, ça veut dire aussi que vous préconisez du privacy by design, c'est-à-dire dès la conception du produit, on va penser protection, privacy, on va vous voir ou on vous consulte si on est une start-up, on n'a pas les compétences. Absolument, absolument, c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que tout comme la sécurité, la protection de la vie privée, quand vous la pensez au début dans le système, des fois c'est extrêmement simple et si vous avez déjà développé votre système et vous vous rendez compte que vous avez oublié des choses importantes, ça va coûter beaucoup plus cher, ça peut remettre le projet en question. Donc c'est le terme privacy by design, effectivement, au moment où je conçois mon produit, au moment où je conçois ma solution, je pense la protection des données. C'est quelque chose que la CNIL soutient auprès des entreprises. Nous, on les accompagne justement pour s'assurer qu'elles mettent bien en place ce privacy by design. Et actuellement, au niveau européen, il y a une modernisation du cadre juridique, puisque la directive dont je parlais tout à l'heure est en train d'être remplacée par un règlement européen qui devrait être adopté d'ici la fin de l'année et qui pose ce principe tout à fait explicitement de privacy by design. C'est-à-dire que ce terme, vous le retrouvez dans le futur projet de texte européen qui viendra encadrer le traitement de données à caractère personnel. Merci. Alors Emmanuel Val, on va continuer un petit peu justement dans la conception du produit, dans la collaboration. Un projet Big Data, c'est pas un data scientist tout seul dans son coin qui va mener un projet Big Data. Il le fait parce qu'il y a un besoin métier, parce qu'il y a un besoin technique. Et donc tous ces aspects de réglementation doivent également se faire en concertation avec les différentes parties prenantes. C'est vrai, un projet Big Data, déjà ce que je remarque quand on vient nous voir sur la faisabilité de tel ou tel projet, c'est qu'en règle générale, ce sont des applicatifs précis. Alors on parle beaucoup de choses, on généralise, mais chaque secteur, marketing, finance, banque, assurance, en règle générale déjà, ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent traiter. Alors c'est relativement important par rapport à ça, parce que sur le cadre réglementaire, comme on vient de le voir, souvent on nous dit mais le cadre réglementaire, il y a des trous, etc. C'est pas vrai. Il y a des zones de risque, parce qu'il y a une évolution de cette technologie, etc., de ce point de vue-là. Mais comme vient de le dire Gwendal, on voit qu'il y a un projet de règlement européen qui prend là, le relais de la directive 95-46, dont on vient d'évoquer certains éléments. Donc, à partir de là, effectivement, ce projet, au point de vue réglementaire, est assez, je dirais, scopé. Après, l'important, c'est de créer un peu la passerelle, c'est-à-dire que ça intéresse
le département DSI, hein, directeur du système, également le département soit marketing, soit RH, si l'applicatif est plutôt sur ce domaine-là, et d'autres personnes au sein de l'entreprise, dans lequel il faudra qu'ils se parlent pour à la fois bien identifier les besoins du projet, parce que je l'ai entendu par ailleurs, Big Data, il ne fait pas tout. On a tout intérêt au niveau du cadre juridique par ailleurs de bien le déterminer, de bien fixer le plan de route pour pouvoir effectivement gommer les zones de risque qui pourraient être... Alors, on évoquait tout à l'heure les problèmes de finalité, de données. On sait que les données, pour être référencées, il y a des notions de métadonnées là aussi. Et donc, de ce point de vue-là, avoir, là encore, l'assurance que l'ensemble de ces problématiques soient appréhendées par le droit, et si elle ne l'est pas, ou moins, à ce moment-là, voir à l'intérieur de l'entreprise comment, entre guillemets, on peut colmater ces brèches, c'est-à-dire relever le niveau éthique de la société par une charte, voir si le besoin que l'on a ciblé, c'est réellement, je dirais, le scope, s'il n'y a pas d'autre manière, en fait, faire l'état des lieux de la situation pour pouvoir, de ce point de vue-là, faire en sorte que l'on soit le plus conforme au référentiel. Aujourd'hui, les entreprises viennent vous voir avant ou pendant un projet Big Data. Alors, si c'est avant, bon, vous nous avez dit un petit peu quelles étaient leurs questions. Si c'est pendant, c'est parce que tout d'un coup, elles s'interrogent. Est-ce que je suis justement dans la conformité, dans l'éthique, dans la règle? C'est à quel moment, vous intervenez? Très, très clairement, vraiment en amont de ce type de projet, quand c'est pendant, en règle générale, c'est que... c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'ils sont déjà fait taper sur les doigts par la CNIL. Alors, taper sur les doigts, non, parce que Gwendal l'a dit, en règle générale, il y a quand même on va dire une zone tampon. Alors, sauf s'il y a des non-conformités graves, ou s'il y a des plaintes, ou s'il y a vraiment eu un couac important, mais sinon, en règle générale, il peut y avoir en tout cas un laps de temps dans lequel où on n'est peut-être pas conforme, et on va nous laisser, la société va avoir la possibilité de se mettre en ligne par rapport aux recommandations que peut faire la CNIL par rapport à ça. Alors, en règle générale, il peut y avoir des mises en demeure. Ça, c'est pour faire en sorte qu'il y ait, je dirais, un rétro-planning dans la manière de se mettre en conformité. Alors après, il peut y avoir plein de difficultés. Si on revient sur l'aspect Big Data, les problématiques peuvent être aujourd'hui de commencer à traiter ce que j'appelle des données, des signaux faibles, c'est-à-dire qui ne sont pas en soi directement, qui ne connaissent pas directement le nom d'une personne, pour une fois qu'elles sont traitées, une fois qu'elles passent dans l'équation, elles peuvent révéler effectivement notamment des informations sur le comportement d'une personne suffisamment précises pour du coup l'identifier. Donc ça, peut-être que c'est des choses qu'on n'appréhende pas au début du projet. On s'aperçoit au fur et à mesure qu'on part de données qui sont absolument, je sais pas, d'un like, etc. Donc de choses tout à fait anodines. Mais aujourd'hui, les équations sont telles qu'on peut revenir à identifier une personne de façon suffisamment précise. Et là, on retomberait vraisemblablement sur le périmètre de la CNIL, et il faudrait effectivement du coup au moins mettre à jour ces déclarations, ou alors être conscient et appréhender ces problématiques par exemple. D'accord, merci. Alors Olivier Ayat, vous souhaitiez intervenir surtout sur l'importance de la contractualisation dans un projet Big Data. Alors dites-nous un petit peu ce que ça signifie. En fait, concrètement, bonjour. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que
On identifie souvent le big data avec les fameux 3V, vélocité, variété, etc. En fait, le 4e V, valeur, est le vrai point qui doit être pris en compte dans le cadre du big data, à mon sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a de la valeur à la fois pour la société qui propose le service, qui propose la solution, et ça a de la valeur pour la société qui va utiliser ces solutions-là. En pratique, le point majeur en matière de big data, en fait, quand on parle de big data, on parle beaucoup de données, tout est centré autour de la donnée, et je pense qu'effectivement, c'est le point qui est majeur juridiquement, c'est la question du traitement de la donnée, déterminer si elle est personnelle ou non, et après savoir comment on va la protéger. Le problème, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, quand je parle de la contractualisation, je voudrais donner un exemple très précis. Mes clients viennent souvent me voir en me disant « j'ai pas envie de déclarer parce que j'ai peur de la CNIL ». Bon, ce qui est une ineptie. Je peux comprendre que la CNIL interpelle, mais elle est certainement plus doit être considérée comme une amie que comme un accompagnateur plutôt qu'un complètement. C'est certainement pas qui a un pouvoir de sanction, mais plutôt que voilà. Elle a un pouvoir de sanction, c'est clair, mais elle est vraiment plus là pour aider que pour autre chose. Mais le point n'est pas tant simplement sur la question de la conformité à la réglementation, c'est surtout la question de cette valeur dont je parlais tout à l'heure, puisque par exemple on a un arrêt de la Cour de cassation qui date de 2013, qui a fait un petit boom dans le secteur, où une société avait vendu sa base client, sauf que la base client n'avait pas été déclarée à la CNIL. Alors la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que la base de données en question, la cession, pardon, était illicite, et que si elle était illicite, la vente tombait. Donc en pratique, on voit bien en fait l'impact majeur, non pas simplement juridique. Il ne s'agit pas de dire il faut une mise en conformité par rapport aux règles de formalité préalables auprès de la CNIL. On voit bien en fait que qui est-ce qui avait saisi la Cour dans cette hypothèse-là, il y avait... C'était des clients qui s'étaient retrouvés... Il y avait notion de clients et de concurrents là-dessus, et on retrouve d'ailleurs un arrêt un peu similaire d'ailleurs en matière de droit du travail. Et c'est vraiment un point majeur. Donc pour revenir à votre question de départ, la contractualisation, typiquement, si moi je suis une société qui achète une base de données ou qui achète un service de big data, moi je ne contrôle pas ce qui est fait. Par contre, et je suis responsable si je n'ai pas pris toutes les mesures nécessaires liées à cette vérification-là. Donc concrètement, si la CNIL vient me voir et me dit « Bonjour, comment ça se passe chez vous ?», je leur dirais « Voilà, je passe avec tel prestataire en question et je me suis assuré auprès de lui qu'il fait bien ce qu'il faut, en amont comme en aval, en amont en vérifiant avec la contractualisation, en obtenant les garanties nécessaires auprès de lui, mais aussi en aval en m'assurant par des mesures d'audit que je peux à tout moment vérifier ce qui est fait, puisque je peux être considéré, et je serai sans doute considéré, comme ce qu'on appelle un responsable de traitement. » D'accord. Donc là, bien faire attention avec qui on travaille finalement. Ah, complètement. Oui. Mais ensuite, dans le traitement, c'est également travailler avec tout le monde, c'est également mettre des... Il y a des étapes aussi ensuite dans le big data où on va respecter justement une certaine... Pour être très pratique, en fait, moi, mon expérience, en tout cas par rapport à mes clients, c'est que soit effectivement on travaille pour des startups ou des sociétés qui savent ce qu'elles veulent proposer. Elles ont un cadre qui est précis, elles connaissent leurs outils, elles connaissent leurs données, elles savent ce qu'elles veulent faire. Dans cette hypothèse-là, généralement, on peut bien fonctionner parce que le cadre contractuel qu'on va mettre en place pour elles répond aux besoins qu'elles auront exprimés et qui seront clairs. Quand on travaille pour une société qui sera cliente, en tout cas c'est mon expérience, pour une société qui sera cliente et qui aura des mots-clés à l'anglo-saxonne de type scoring, ce genre de choses, les entreprises ont, à mon sens, conscientes que le big data a une vraie valeur, comme je disais tout à l'heure, mais ne savent pas véritablement comment l'utiliser. J'ai tendance à croire qu'elles sont un peu portées par ce type de conférences ou d'interventions, mais également parce que les startups en question viennent les voir pour concrètement leur apporter la démonstration précise de ce dont elles ont besoin. Il y a une citation que j'aime bien, qui est très connue, c'est le big data, c'est un peu comme le sexe chez les adolescents. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment comment faire, tout le monde dit que l'autre le fait et tout le monde dit qu'il le fait. C'est exactement ça pour moi, pour les entreprises qui veulent utiliser le big data, mais qui ne savent pas exactement aujourd'hui
comment elles peuvent incrémenter cette solution-là dans leur business plan. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Gwendal. On a bien vu, bon, vous représentez la CNIL. J'ai dit en ouverture de ce débat que parfois on trouvait que la France avait été un petit peu trop rigoureuse sur la protection des données. Hein. C'est pas moi qui le dis. Je pense que vous avez dû l'entendre de la part de certaines entreprises. On a parlé des règlements. La France n'est pas toute seule. On a parlé des règlements européens. Ce qu'il y a, c'est qu'en face, on a aussi des acteurs qui ne sont pas européens, qui ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, qui font aussi du big data ou qui proposent des outils pour faire du big data. Comment justement on articule, comment on s'intègre dans ce schéma mondial finalement? Alors, la première partie de la question, quelque part, c'est le fait que la réglementation est trop rigoureuse. Alors, juste par rapport à ça, puis ça rejoint ce qu'ont dit Olivier et Emmanuel, nous, on voit très souvent des gens qui s'auto-censurent, qui se disent je traite de la donnée personnelle, ouh là là, je ne peux pas le faire. Parce que c'est de la donnée personnelle. Donc ça déjà c'est un mauvais réflexe. La CNIL elle n'est pas là pour empêcher le traitement de données personnelles, elle est là pour l'encadrer et s'assurer qu'on respecte bien les règles qui sont dans la loi informatique et liberté. Moi j'ai tout le temps des entreprises qui viennent me voir, qui disent ah ben j'aimerais bien faire ça et ça, mais je sais que la loi ne permet pas de le faire. Et bien souvent c'est faux. Alors bien souvent on leur dit mais non, en fait vous pouvez le faire de telle et telle manière, il suffit d'informer les gens de telle manière, il suffit de recueillir leur consentement comme ça, puis ils tombent des nues et en fait ils sont arrivés à la CNIL avec des problèmes, ils repartent avec des solutions. Et c'est vrai que cette réaction qui est de dire oulala, il ne faut surtout pas que je parle à la CNIL pour pouvoir faire mon projet tranquille, des fois c'est un très mauvais réflexe parce qu'en fait vous vous compliquez la vie pour rien et ça va bloquer des projets peut-être. Des fois ça bloque des projets pour des raisons qui ne sont pas justifiées par le cadre juridique. Alors après, il y a quand même un certain nombre de règles à respecter dans le cadre juridique, et justement, ce n'est pas des règles uniquement françaises, déjà c'est des règles européennes, comme vous l'avez dit, et un des objectifs du règlement qui est affiché par le législateur qui est actuellement dans la phase qui s'appelle le trilogue, donc c'est une discussion entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil, pour finaliser le texte qui doit être adopté d'ici la fin de l'année, c'est de faciliter l'adoption du big data. Et donc par rapport au point que j'évoquais tout à l'heure, le principe de famille de finalité, le principe d'attente raisonnable de l'utilisateur, etc. est pris en compte. Et finalement derrière ça, c'est des idées d'information, de transparence et de contrôle qui est donné à l'utilisateur sur les croisements de données qui sont effectués dans le cadre des traitements big data. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la partie réglementaire, le fait qu'il ne faut pas s'auto-censurer, le fait que c'est en train de s'assouplir aussi, ou en train d'être permis de manière plus large avec l'adoption du règlement européen. Sur la question des acteurs qui ne sont pas uniquement européens, oui, c'est vrai, il y a des acteurs qui ne sont pas uniquement européens, on les régule. Très souvent, ils ont des établissements en Europe. Si vous pensez aux GAFA, mais il a fallu du temps. Par exemple, là, ce matin, j'entendais que Google avait reçu, je ne sais plus, 300 000 demandes de droit à l'oubli. Enfin, le chiffre est considérable. Il a fallu quand même du temps. Ça s'est pas fait sans la douleur. Le droit européen s'applique. On l'applique, nous, en tant qu'autorité de protection des données, avec les pouvoirs que le législateur nous a donnés jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'un des problèmes qui est connu, puisqu'il est connu dans le cadre du débat européen, il est connu dans le cadre du débat national, c'est le pouvoir de sanction de la CNIL, qui aujourd'hui, par rapport à des grands acteurs internationaux, est relativement faible. La sanction maximum financière que peut donner la CNIL aujourd'hui, c'est 150 000 €. Voilà. 150 000 €, 300 000 € en cas de récidive. Oui, c'est de l'argent de poche, quoi. Donc pour un grand acteur international de l'Internet, évidemment, c'est pas un élément qui est très dissuasif. Maintenant, dans le cadre de la discussion sur le règlement européen, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'on confirme que quand on cible des utilisateurs sur un territoire européen, la loi va continuer à s'appliquer, d'une part, et par rapport aux sanctions, pouvoir de sanction, on parle d'un pourcentage du chiffre d'affaires mondial consolidé des entreprises. Donc on change complètement d'échelle. Ce qui veut dire que, au-delà du pouvoir de sanction, parce que le but d'une autorité de protection des données, c'est pas de taper sur une entreprise, c'est de s'assurer que les règles sont respectées. Et c'est pour ça qu'on les accompagne. Mais quand le pouvoir de sanction augmente, la taille du bâton augmente, et vous pouvez être certain que les
questions de protection des données, elles remontent jusqu'au niveau COMEX dans les entreprises, elles sont prises beaucoup plus sérieusement par les grands dirigeants des entreprises. Donc on a espoir qu'à travers cette modernisation aussi du cadre juridique au niveau européen, il y ait une meilleure prise en compte par les acteurs américains des règles de protection des données européennes. Et en tout état de cause, actuellement en Europe, et on est quand même un très gros marché, les règles évoluent, les règles sont appliquées. Ça prend peut-être du temps parce que la technologie va vite, mais les acteurs européens, les autorités européennes sont unies. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même sans doute le premier bassin économique aussi pour ces entreprises-là. Donc je veux dire, quand l'Europe parle d'une seule voix et dit qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, vous pouvez être certain que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quelque chose qui est entendu. Et qui est de plus en plus entendu. Et ça rentre dans la culture des entreprises américaines, le fait que le droit américain, entre guillemets, ou les principes américains ne sont pas exportables à l'infini. Sur le droit à l'oubli, suite aux décisions qu'il y a pu y avoir en Europe, il y a tout un tas de pays qui ont fait des propositions pour avoir un cadre législatif similaire. Le débat est apparu également aux États-Unis avec un certain nombre d'associations qui prennent la défense des libertés individuelles qui ont demandé des choses similaires aux grands acteurs de l'Internet. Et donc c'est sûr que quand l'Europe arrive à parler d'une seule voix sur des questions comme ça, quand bien même pour l'instant le pouvoir de sanction n'est pas très dissuasif, on va dire, ça a quand même un effet assez considérable sur les traitements qui sont mis en place au niveau mondial. D'accord, nous voilà rassurés, merci. Alors Emmanuel Val, vous nous avez rappelé, et pour continuer avec ce que vient de dire Gwendaëlle, sur qu'on ne partait pas au niveau juridique d'une feuille blanche quand on fait du big data. Il y a déjà un corpus réglementaire et législatif qui est assez dense. On a de la souplesse, on a bien compris. Malgré tout, comment, et ce que vous avez rappelé aussi tout à l'heure, c'est que les technologies, elles vont quand même très vite. Alors justement, on sait que le big data, aujourd'hui, on en est dans son exploitation peut-être qu'aux prémices, qu'au début. Donc comment le droit va-t-il accompagner aussi cette évolution ? Est-ce qu'on peut se projeter un peu si on sort de la simple problématique qui n'est pas simple, des données personnelles aussi, parce qu'il y a d'autres enjeux. Et comment le droit évolue justement dans cet ensemble ? La première des choses, on l'a évoqué avec Olivier tout de suite, c'est le juge, ou en tout cas en cas de contentieux, est de plus en plus au fait. Et on a des juges spécialistes de l'informatique qui connaissent très bien la loi informatique et liberté, ce qui était peut-être moins le cas avant, ou en tout cas qui appréhendaient peut-être un peu moins les choses. Aujourd'hui, on a des juges, je l'espère, de plus en plus techniques là-dessus. Alors ça, c'est la tendance. Bon, je mets un petit bémol quand même, parce que vous évoquiez tout à l'heure des cas de jurisprudence, où malgré tout, en tout cas pour plaider souvent, en tout cas avec des problématiques informatiques et liberté, je m'aperçois quand même que de temps en temps, tout le monde n'a pas je ne sais pas comment on pourrait l'expliciter en tout cas, n'a pas vraiment les mêmes valeurs forcément, ou la même interprétation du référentiel. C'est toujours un peu la même guerre, surtout première instance et cour d'appel. C'est vraisemblablement moins le cas au plus haut de la juridiction, cour de cassation, conseil d'État, mais quand même, on voit notamment sur des matières, on l'évoquait tout à l'heure, droit du travail, lorsque il y a des problématiques informatiques et liberté, c'est-à-dire qu'on fait valoir certaines règles, soit des déclarations qui n'ont pas été faites, ou au contraire qui ont été faites, ou etc. On a parfois des petits différentiels. Donc là, au fur et à mesure, en tout cas, du fait que les juges digèrent la loi informatique et liberté et, j'espère, le règlement européen, on aura effectivement une meilleure uniformisation, je dirais, de la situation. Bon, ça va dans le bon sens, mais je dirais au quotidien, moi je suis quand même un petit peu gêné de ces fluctuations.
Parce que l'objectif, c'est quand même d'accompagner aussi ces projets. C'est pas de brider, et ça vous l'avez rappelé, c'est pas de brider l'innovation, c'est de rester dans les clous. Alors les clous, on les connaît pas forcément tous aujourd'hui, et c'est de permettre aux entreprises que vont créer les personnes qui sont ici ou dans lesquelles ils travaillent déjà aujourd'hui, de pouvoir continuer à mener des projets, à développer. Oui, là-dessus, je crois que... Alors, déjà, je reviendrai. Vous dites, on ne connaît pas exactement. Si, juridiquement, on arrive vraiment à cibler, à sortir les règles et à mettre en conformité. On parlait de l'aspect contractuel. On maîtrise parfaitement l'aspect contractuel par rapport à ça. Après, il y a des zones de risque. Les propriétés des données. Là, il y a peut-être des éléments à travailler. À qui appartiennent les données? C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Oui. Là-dessus, il y a la sécurité. On parle de sécurité par défaut. Il y a des zones de sécurité, là aussi, bien entendu, auxquelles il faut peut-être apporter une importance particulière. Mais n'oublions pas que le big data, lui, se repose sur un certain nombre de technos. Je parle du cloud, je parle par ailleurs de la virtualisation des serveurs, etc., que l'on connaît déjà depuis un certain moment et pour lequel l'aspect juridique est complètement calé. Les zones de stockage, que ces serveurs soient à l'étranger ou non, là aussi, il y a des options, je dirais, à prendre, mais qui sont connues. Et donc, si on revient sur les problématiques big data, c'est-à-dire le transfert de ces données hors Union européenne, là encore, il y a des règles très précises que l'on peut déclencher, qui sont relativement, je dirais, simples à mettre en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, on a des tunnels, j'allais dire, très calés et sécurisés. Après, il y a effectivement des zones de risque. Je parlais de propriété des données, c'en est une. Sur l'anonymisation, d'une certaine manière, ça peut en être une autre également. La sécurité, là aussi, tout est une histoire, je dirais, de contexte. Il faut bien sûr regarder sur pièce. Sont là des éléments pour lesquels il faut peut-être et souvent créer des règles internes à la société pour colmater certains éléments que la loi ne dit pas. Et si jamais il y a un pépin, un contentieux, on ira peut-être plus plaider, si vous voulez, sur l'aspect des valeurs qu'a mis en place la société, plutôt que le droit stricto sensus qui, lui, est bien connu, par exemple. D'accord, merci. Alors, Olivier, on a ici des jeunes qui se destinent à être data scientists, peut-être des moins jeunes aussi, d'ailleurs. Bon, la formation de data scientist, enfin moi je la connais pas par cœur, je suis pas sûre qu'ils aient quand même 150 heures de droit dans leur cursus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense qu'on a déjà montré les points qui étaient importants. Quand on se destine, alors data scientist ou autre, à travailler dans le big data, sur le big data, avec les technologies big data, sur le big data, qu'on n'est pas un juriste de formation, quels sont selon vous les points qu'il convient quand même sur lesquels il faut être vigilant? Oui. Et voilà, sans avoir une formation, comme je disais, très précise sur ce sujet, mais alors, en fait, qui va les accompagner. Pour accompagner pas mal de startups qui sont dans des pépinières, en fait, le principal souci, c'est que les personnes viennent me voir généralement pour me dire j'aimerais protéger mon idée. Alors je suis désolé, mais une idée ne se protège pas. On dit en droit d'auteur que les idées sont de libre parcours. Ça veut dire que si vous avez une bonne idée en tant que telle, on ne pourra pas, comme je l'entends parfois, aller la déposer à l'INPI. Ça n'existe pas. Le big data, concrètement, c'est quoi? C'est une base de données et son résultat. La base de données en tant que telle, elle est protégée et protégeable à la fois par le droit d'auteur, encore que ce n'est pas le droit le plus simple à démontrer sur la base de données, mais surtout c'est le producteur de base de données, dès lors qu'il fait des investissements particuliers, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais dès lors qu'il fait des investissements particuliers et qu'il peut le démontrer et que ça crée de la valeur, à ce moment-là, la base de données est protégée. Donc ce qu'il faut avoir en tête, le premier point, c'est que c'est la base de données qui est protégée et pas la donnée elle-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'algorithme, le fameux algorithme dont on parle souvent, correspond à l'idée dont je parlais tout à l'heure. Quand on a une idée, elle se formalise en matière de big data par cette formule mathématique
qui va faire fonctionner la base et permettre d'obtenir le résultat. Cet algorithme-là non plus n'est pas protégé, c'est une formule mathématique. En revanche, ce qu'il est, c'est le logiciel, la solution logicielle qui fait fonctionner cet algorithme-là. Donc, pour répondre à votre question, en fait, je vais être... il faut préparer son coup, c'est-à-dire qu'il faut préparer son coup en s'assurant en fait que son idée, on place autour un certain nombre de pions, que ce sera le logiciel, que sera la base de données créée, la gestion de son travail, et après effectivement en aval la contractualisation pour s'assurer de cette question, de ce qui sera fourni de ce résultat pour pas que le client se l'approprie dans des conditions qui dépassent l'objet du contrat. C'est très important. Et le dernier point, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure cette notion de valeur, c'est important d'y réfléchir sur les aspects juridiques, non pas simplement pour être en conformité, mais pour penser à la revente de l'entreprise. J'espère que parmi vous, il y aura des personnes, des futurs Google, des futurs Facebook, des futurs WhatsApp. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des sociétés qui rachètent d'autres sociétés procèdent à ce que je disais tout à l'heure, à un audit. Les audits sont faits évidemment par des personnes qui s'y connaissent en chiffres, mais également des personnes qui s'y connaissent en droit. Et elles vont vérifier si ce qu'elles rachètent est conforme à la réglementation en vigueur. Donc, prévoir en amont son projet, c'est pas simplement s'assurer qu'on est conforme, c'est s'assurer que dans 5 ans, on n'aura pas de problème avec un futur repreneur. D'accord, merci. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'essaie de vous voir. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects qui sont très importants, hein. Ce n'est pas forcément les plus fun, mais oui. Alors. Est-ce que vous faites aujourd'hui une différence entre ce qui était la vie privée et ce qui va devenir le contrôle de l'intimité? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est tout un problème. La vie privée est complètement ouverte, on l'accepte parce qu'il y a un deal transactionnel. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est notre intimité. Parce que ça, c'est un sujet... Ah oui, très clairement. Alors, différence entre vie privée et intimité. Ouais, oui, c'est l'étage d'en dessous, mais effectivement, par rapport au big data, c'est peut-être la couche la plus sensible, et on fait une différence, oui, on l'indiquait tout à l'heure, parce que le traitement des signaux faibles, un certain nombre d'informations dont on ne sait même pas, et qu'on devrait parfois savoir, mais dont on ne sait même pas qu'ils sont traités, peuvent aboutir effectivement à une connaissance du comportement et donc entrer dans cette sphère de l'intimité de la vie privée. Et effectivement, peut-être que là, il y a des progrès et un encadrement spécifique, notamment on parlait avec Gwendal de transparence. Ça c'est la première chose, faire en sorte qu'il y ait de ce point de vue-là une communication spécifique par rapport à ça, d'une part. Ensuite, peut-être une sorte de deal aussi entre nous, clients, puisque on recherche aussi, on est intéressé à ce type de traitement, mais que l'on ait une maîtrise. Hein, et on rentre dans cette idée d'identité numérique et faire en sorte qu'on ait une maîtrise pleine et entière de ces données. On sait qu'elles sont traitées, donc il y a un aspect de consentement très cher à la CNIL et au-delà de ça à tout le monde ici, et donc faire en sorte d'avoir ici une règle du jeu assez précise pour faire en sorte, d'une part, qu'il y ait là encore une maîtrise de ces données et également une connaissance de ce que l'on appelle l'intimité de la vie privée. Soit on est conscient qu'effectivement il y a un certain nombre de traitements qui peuvent rentrer dans cette sphère-là, on a consenti ou pas, et là il doit y avoir effectivement une notion très, très, très claire de ce point de vue-là. Ouais. Mais pour moi, les deux notions sont quand même assez liées, et puis c'est quand même l'idée qu'on a dans la loi informatique et liberté, quoi. Ces principes, quelque part, ces principes d'information, de transparence, de contrôle par l'utilisateur, c'est un peu des principes de bon sens que chacun doit s'approprier quand il développe un système. Et
c'est important pour vos utilisateurs, c'est important pour vous aussi quand vous développez des solutions. Il y a énormément d'exemples de sociétés qui ont eu des problèmes, qui ont dû faire machine arrière, qui ont dû s'expliquer auprès de leurs utilisateurs parce qu'ils avaient mal communiqué sur les aspects informatique et liberté, ils avaient mal communiqué sur les raisons pour lesquelles ils traitaient certaines données. Un exemple récent, c'est Spotify. Pensez à la polémique, je ne sais pas si vous avez suivi ça, parce que c'était pendant l'été, donc pour certaines personnes, c'est passé un peu inaperçu, mais à travers des solutions innovantes, quelque part, Spotify a essayé de mettre en parallèle, dans sa politique de confidentialité, les pratiques qu'il avait en matière de traitement de données et ce qu'il effectuait réellement. Et puis, c'est mal passé dans les informations, ça n'a pas été compris par les utilisateurs, il y a eu toute une polémique avec le PDG qui a été obligé de s'excuser publiquement, de faire machine arrière, de revenir sur les anciennes règles de confidentialité. Et bon, au-delà de tout la difficulté de gérer cette crise-là, quelque part, c'est des choses qui peuvent avoir un énorme impact sur l'entreprise et sur la viabilité de l'entreprise, parce que quelque part, ça remet en question les projets. Donc, la protection de la vie privée, le respect des principes, c'est aussi un garant d'une innovation responsable, c'est aussi quelque chose qui va vous différencier par rapport à vos concurrents et qui va faire que les utilisateurs vont aller vers vous parce qu'ils vont vous faire confiance. Donc c'est pas uniquement des contraintes, c'est aussi un gage de confiance et c'est aussi du coup un facteur de compétitivité. Je pense que ça c'est des choses vraiment très simples, très importantes à intégrer et c'est pas si compliqué que ça parce que les principes dont on a parlé pendant toute la table ronde, c'est les principes de bon sens. C'est vous devez expliquer aux gens ce que vous faites, vous devez expliquer pourquoi vous le faites et vous devez leur donner un petit peu de maîtrise. Voilà. Et ça, c'est décliné après dans des principes juridiques que les uns et les autres, en fonction de nos compétences pour lesquelles on peut vous accompagner. D'ailleurs, on le voit même avec les gros de l'Internet qui, à un moment donné, ne l'ont pas fait et sont maintenant obligés quand même d'expliquer leur démarche. Et parce qu'il y a un pouvoir de réputation qui est quand même très très élevé, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, là-bas, si la personne peut avoir un micro, s'il vous plaît. Attendez, on va vous donner un micro, si c'est possible. En principe, ça va être mieux pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonjour, moi c'est une question par rapport à la création d'une entreprise par rapport au big data. Si on part d'une base de données qui est à la fois une base de données en open data à laquelle on souhaite adjoindre des données en déclaratif, est-ce que la base de données devient un bien possédé par l'entreprise? Ça dépendra de ce qui est prévu dans le contrat. C'est-à-dire que concrètement, si vous implémentez... en fait, la question, c'est bien l'intégration de deux bases de données ensemble, dont une qui est sur le territoire français et l'autre ailleurs, c'est ça? Alors sur l'open data, c'est un peu particulier parce qu'en plus le régime juridique est en train d'être modifié. Il y a des similitudes avec tout ce qui est open source en matière de logiciels. Ce qui est sûr, c'est qu'il devra y avoir quand même une distinction là-dessus et vérifier en fait la source il faut toujours repartir de la source. C'est-à-dire que si la source elle est publique, il faut pouvoir déterminer de quelle manière vous y avez accès, de quelle manière on vous autorise à avoir cet accès-là, et si le droit, je dirais plutôt général, à savoir celui de la base de données, celui éventuellement de la vie privée s'il y a des données personnelles à l'intérieur, s'applique. Donc ça dépendra effectivement du cas d'ensemble, mais indépendamment de ça, vous pourrez effectivement, si tout est en règle par rapport à ça, l'exploiter, proposer après un résultat à une entreprise. Oui. S'il y a encore une question, parce que non, c'est bon. Ah. Est-ce qu'on peut lui apporter le micro, s'il vous plaît? Ce sera la dernière, hein. Merci. Juste très rapidement, est-ce que vous pourriez dire un mot pour vous sur les conséquences de l'invalidation du Safe Harbor?
Wendell? Je pense que c'est une question pour moi. Donc, le Safe Harbor, c'est un des vecteurs qui permet de faire des transferts de données vers les États-Unis, qui a été invalidé par une décision de la Cour de justice européenne il y a quelques semaines, courant octobre. Suite à ça, les autorités de protection des données sont réunies. On fait un communiqué de presse que vous pouvez trouver sur le site ce qui s'appelle le G29. Alors l'acronyme pour les moteurs de recherche, c'est plutôt WP 29 pour Working Party 29, et qui dit la chose suivante. Il dit 1, vous ne pouvez plus faire de transfert de données aux États-Unis sur la base du Safe Harbor. 2, les autorités de protection des données comprennent que c'est une affaire complexe et on ne fera pas d'enforcement, donc on ne fera pas de sanctions avant le 31 janvier 2016. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire d'ici le 31 janvier 2016, puisque vous n'avez plus le droit d'utiliser le Safe Harbor. Donc, vous devez vous poser la question de savoir si c'est pertinent de continuer à envoyer vos données aux États-Unis ou si vous pouvez les traiter en Europe. En Europe, vous avez un principe de libre circulation des données. 2, il y a d'autres vecteurs juridiques pour faire des transferts de données à l'étranger, à savoir les clauses contractuelles type que vous trouvez qui sont décrites dans la directive de 95, et ce qui s'appelle les BCR, qui sont les règles contractuelles, les règles contraignantes d'entreprise en français. En anglais, c'est Binding Corporate Rules. Et alors, ces instruments-là peuvent continuer à être utilisés, mais les autorités de protection des données sont en train d'évaluer si la décision de la Cour ne les fait pas également tomber. Voilà, parce que la raison de l'invalidation, c'est un accès massif, indiscriminé par les autorités américaines aux données qui sont transférées aux États-Unis. D'accord, je vous remercie. Merci à tous les trois pour vos Merci à vous. interventions. Merci.